Nous avons avec nous en ligne le commissaire à la langue officielle, Monsieur Benoît Dubreuil. Monsieur Dubreuil, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, bon, un nouveau rapport que vous sortez, compte tenu du contexte où l'immigration temporaire a explosé, vous recommandez dans un nouveau rapport qu'il doit y avoir, que Québec ajoute des exigences en français pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux qui s'installent au Québec. Expliquez-nous, Monsieur le commissaire. Alors, la première chose qu'on a voulu faire, M. Pierre, c'est dresser un portrait de la situation linguistique dans l'immigration temporaire. Donc, il y a quelques années, comme vous le savez, il y en avait très peu, des gens qui étaient au Québec sur des statuts temporaires, peut-être un peu moins de 100 000. Mais là, depuis 2, 3, 4 ans, peut-être plus 2, 3 ans plus particulièrement, on a dépassé le demi-million de personnes donc qui sont au Québec sur un statut temporaire. Des demandeurs d'asile, des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants, des diplômés. Il y en a plusieurs parmi eux qui ne souhaitent pas s'établir au Québec durablement, mais la plupart, nous pensons, veulent rester au Québec. Et donc, la question de leur intégration linguistique devient extrêmement importante. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a analysé toutes les données qu'on a pu trouver pour essayer de comprendre ce qui se passait sur le plan linguistique. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'on avait environ, je vous dirais peut-être 60-65% des immigrants temporaires au Québec qui connaissaient le français et qui fonctionnaient essentiellement en français. Par contre, on a un bon tiers de l'immigration temporaire qui ne connaît pas le français et la plupart d'entre eux fonctionnent principalement en anglais. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. D'abord, on a établi ce portrait-là. On est allé voir comment ça se distribuait par profession, par secteur économique. On a regardé aussi en fonction du pays dont les gens viennent, des programmes pour lesquels ils se qualifient. Donc ça vient éclairer le débat public. Donc ça, je pense que c'est la première chose d'utile qu'on a fait avec ce rapport. Ensuite, évidemment, ce que l'on a constaté, c'est que c'était très difficile de convaincre le 30% dont j'ai parlé qui viennent au Québec, surtout pour étudier en anglais ou qui viennent au Québec, surtout pour travailler en anglais. C'était difficile de les amener à investir dans leur apprentissage du français à un niveau suffisant pour vraiment en venir à parler français couramment et à adopter le français dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a formulé des recommandations pour inciter à la fois les entreprises, c'est vrai, et aussi les universités à privilégier dans leur recrutement les gens qui parlent déjà français, mais aussi pour s'assurer que les gens qui veulent s'établir au Québec pendant plusieurs années, durablement, éventuellement obtenir la résidence permanente, s'assurer que les gens sont dans un cheminement d'apprentissage du français qui est crédible et qui est réaliste. Non, naturellement, j'imagine que lorsqu'on parle d'étudiants et on fait une distinction avec les universités anglophones qui, elles, reçoivent du monde qui veulent étudier en anglais. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est surtout les universités anglophones, qu'il y a aussi un peu d'étudiants dans les universités francophones qui fonctionnent en anglais, mais c'est surtout les universités anglophones. Pour les étudiants, c'est clair, si vous avez des gens qui proviennent de pays francophones ou qui ont appris le français à un niveau avancé avant d'arriver, ou une fois au Québec, puis qu'ensuite s'inscrivent dans une université francophone, de manière générale, il n'y a aucun enjeu pour le français. Là. Et les gens s'intègrent très, très bien en français, ils utilisent le français de façon très, très, très prédominante. Monsieur le commissaire, est-ce que, ce faisant, on n'impute pas directement à ces gens qui, pour la plupart, viennent travailler temporairement au Québec, on n'impute pas à ces gens la volonté de vouloir devenir des résidents permanents? Alors, ce que l'on sait, en fait, c'est que dans les différentes catégories qui nous intéressent, la plupart des gens souhaitent devenir des résidents permanents. Donc, évidemment, c'est clair pour les demandeurs d'asile qui souhaitent obtenir l'asile, mais c'est vrai aussi chez les étudiants parce que la raison pour laquelle on a assisté à une augmentation importante du nombre d'étudiants étrangers au Canada depuis 15 ans, c'est qu'on a facilité, on a démultiplié les passerelles entre les études et la résidence permanente. Donc, aujourd'hui, dans les universités et le Collège du Canada, les étudiants étrangers, c'est une très grande majorité qui ont l'intention de devenir résidents permanents par la suite. Et chez les travailleurs étrangers, là, l'enjeu, si on comprend bien ce que les entreprises disent, c'est que les travailleurs temporaires qu'ils font venir, en réalité,
répondent à des besoins en main-d'œuvre qui sont permanents. Donc, les entreprises nous disent on n'a pas de plan B. Donc, le travailleur temporaire, c'est le seul plan. Donc, si le but, c'est que les travailleurs répondent à des besoins permanents, à ce moment-là, il faut que les gens s'engagent. Il faut s'assurer que les gens s'engagent dans un processus d'apprentissage du français qui va vraiment les amener à destination. Et puis pour les demandeurs d'asile aussi, j'imagine sans difficulté que on va faire une exception pour ces gens-là qui sont aux prises avec des difficultés chez eux et qui demandent l'appui du Canada, du Québec, n'est-ce pas, pour échapper à des difficultés extrêmement poignantes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a le temps de leur demander d'apprendre à parler le français avant même de rentrer au Québec ou de choisir une province anglophone plutôt que de choisir le Québec? Oui. Alors, c'est sûr que dans le cas des demandeurs d'asile, il n'y a pas de sélection à l'entrée qui s'opère. Donc, les gens viennent, ils ont le droit de demander l'asile et le Canada doit examiner leur demande. L'enjeu, en fait, puis ça a été mentionné par plusieurs intervenants, c'est que depuis plusieurs années, le Québec, je dirais le Québec et l'Ontario, accueillent la presque totalité des demandeurs d'asile au Canada. Il n'y a pas d'entente précise entre les provinces et le gouvernement fédéral pour partager les coûts d'une manière qui soit prévisible et équitable entre les provinces et entre les paliers de gouvernement. Donc, il y a plusieurs intervenants qui demandent aujourd'hui une entente justement fédérale provinciale qui permettrait de partager les coûts de façon prévisible, mais aussi de répartir les demandeurs d'asile entre les provinces canadiennes, notamment pour s'assurer que les 8 provinces anglophones qui reçoivent très peu de demandeurs d'asile puissent contribuer aussi à leur accueil. Alors, ce que nous ajoutons, donc ça, c'est un peu à mon sens, c'est un peu le consensus au Québec en ce moment, mais ce que nous ajoutons, c'est que au moment où les gens arrivent, soit à l'aéroport Trudeau ou à l'aéroport Pearson, on sait que ce sont essentiellement les deux principaux points d'arrivée, il faudrait qu'on soit en mesure d'orienter les gens au minimum en fonction de leurs compétences linguistiques. Je vous explique rapidement. On sait qu'il y a des immigrants au Québec, demandeurs d'asile, qui s'intègrent très, très bien en français. Hein. Par exemple, les gens qui viennent d'Haïti, les gens qui viennent de RDC, d'Afrique francophone. On sait que presque tous vont connaître le français et utiliser très fortement le français. Par contre, historiquement, il y a toujours un 25, 30, 35% des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec qui connaissent l'anglais, qui sont plutôt anglophones, qui viennent d'un pays où l'anglais joue un rôle très important. Alors moi, ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'on pourrait orienter ces gens-là vers une province anglophone qui développerait sa capacité d'accueil plutôt que dire au Québec, ben voilà, vous allez accueillir en fait beaucoup plus que votre poids démographique dans la population canadienne et vous allez chercher à franciser des gens qui, à la base, sont assez difficiles à franciser parce que les gens, comme vous l'avez mentionné, ont toutes sortes de difficultés dans leur vie quotidienne. Donc, demander aux gens qui sont demandeurs d'asile d'aller passer une année à apprendre le français dans une classe, c'est pas évident. Donc, si on peut orienter déjà dès le départ vers les provinces anglophones, les gens qui ont une connaissance de l'anglais, on viendrait aider de façon importante le français au Québec. Et avec toutes ces mesures qui sont vraiment intéressantes, on risque de faire un excès aussi, de demander tout simplement à des gens qui veulent obtenir un visa de visiteur au Québec d'être connaissants en français, de parler le français, non? Ben alors moi, je ne demanderais pas la connaissance du français pour les gens qui viennent comme visiteurs. Je pense que ça ne serait pas justifié. Par contre, évidemment, il y a un enjeu qu'on connaît là, pour le gouvernement fédéral de gérer l'attribution des visas pour s'assurer que ça mène pas à trop de demandes d'asile ou que ça mène à des demandes d'asile qui pourraient ne pas être fondées. Donc, il y a cet enjeu-là. Maintenant, moi, je vois pas de situation là, où il faudrait demander une connaissance du français pour obtenir des permis de visiteurs. Là. Et puis, toujours, même les bonnes choses ont un côté négatif qu'il faut regarder aussi. On peut imputer au Québec une volonté de faire du refoulement ethnique lorsqu'on demande à ces immigrants qui ne parlent pas français ou qui viennent d'un pays où on parle anglais de se diriger vers des provinces anglophones, non? Oui, ben c'est sûr qu'évidemment, selon le pays d'où vous venez, prenons par exemple les immigrants qui proviennent d'Afrique, selon le pays d'où les gens viennent, certains auront été exposés beaucoup au français, par exemple les gens qui viennent de Côte d'Ivoire, et les gens qui viennent d'un pays juste à côté, par exemple le Nigeria, vont plutôt avoir été exposés à l'anglais.
Donc, c'est clair que si on réoriente ou répartit les gens en fonction de leurs compétences linguistiques, on s'attend à ce que le Québec va finir par accueillir davantage des gens qui viennent de Côte d'Ivoire et le reste du Canada accueillerait davantage de gens qui viennent du Nigeria. Donc, effectivement, ça amènerait une sorte de tri. Cependant, ça vient réduire les coûts de façon extrêmement importante qui sont liés à l'accueil des demandeurs d'asile. Ça vient faciliter aussi beaucoup l'intégration de ces gens-là parce que on n'aura pas des gens qui arrivent au Québec et puis après quelques années aperçoivent qu'ils sont bloqués parce qu'ils connaissent pas le français. Donc, je pense qu'on va avoir quand même un système qui va être plus résilient là, si on a une politique semblable. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Je vous remercie, Monsieur Dubreuil, d'avoir encore une fois pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important pour le Québec et pour tous les habitants du Québec, quoi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.